sur le web, notamment le fameux pattern modèle vue, quelque chose, contrôleur, présenteur, vue, modèle, ce que vous voulez. Donc ça c'était assez dingue, et d'un seul coup on s'est dit ah ouais, il faut séparer la donnée de la vue, ah, c'est extraordinaire, on peut faire des choses avec. Seulement c'est problématique parce que ça passe pas super bien à l'échelle, ça ne scale pas très bien. Et d'un seul coup on se retrouve quand on a des interfaces à composer avec des dizaines, des centaines de milliers parfois même d'interactions, là il faut gérer avec ça. Il faut gérer tout le coût qui est lié à ça, qui est le coût de consommation, de migration, le coût de libération des empruntements, etc. C'est un truc qu'on ne sait pas faire sur le web, on n'a jamais fait. On a même un langage qui vient avec un garbage collector qui nous devient foutu, donc à la limite, ça ne nous vient même pas à l'idée qu'il va falloir gérer ça. Donc d'un seul coup, on se dit que là, maintenant, en 2015, un peu avant même, 2014, 2013, on commence à sentir un mouvement, on commence à se dire, on fait de l'application, on les fait tourner dans les navigateurs, et on fait des apps. Donc si on fait des applis, il va falloir passer à autre chose, il va falloir essayer de trouver un autre modèle que ce qu'on a là, parce que ce qu'on a là, c'est quand même pas hyper satisfaisant, on a tendance à s'arracher un peu les cheveux quand on travaille dessus. Arrive d'un seul coup React. Et là, tout le monde se dit, waouh, c'est génial. Donc React, qu'est-ce que c'est? C'est la patate chaude, le truc qui buzz à mort, le truc que tout le monde veut essayer, que tout le monde se doit d'avoir dans sa to-do list, que tout le monde se doit d'avoir vu, d'avoir testé, d'utiliser même en prod, parce que c'est génial, parce que c'est radicalement innovant, parce qu'on fait des trucs complètement dingues qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Il y en a qui n'ont jamais touché à React du tout. Cool! Ah, vous me faites plaisir! Ah, c'est top! Et il y en a qui l'utilisent en prod à fond, complètement à contrario. C'est bien aussi. Ça va? Vous pleurez pas trop des larmes de sang au quotidien? Ça se passe bien? C'est cool aussi. Non, ça me fait plaisir. Parce que moi, quand j'ai commencé à mettre les yeux dedans, j'ai dit qui se c'est. Donc il a fallu un peu de temps pour que je comprenne. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, React, en quoi c'est novateur? C'est novateur parce que d'un seul coup, vous allez concevoir non plus une page ou une vue, vous allez concevoir du composant. Vous allez créer ce qu'on appelle une espèce de design atomique. Et c'est ça qui est intéressant parce que le design atomique, en gros, ça fait déjà 10 ans qu'on en parle, dans le web en tout cas. Mais on en parlait surtout sur la stack graphique, et pas forcément sur la stack de conception applicative. Et d'un seul coup, ça commence à nous arriver dans les doigts, et c'est ça qui est intéressant. Donc vous allez designer des composants, des petits bouts d'éléments dans vos vues. Ça peut être une boîte de sélection, ça peut être une boîte de partage, ça peut être une liste d'éléments, voilà, ça peut être un micro-bout de votre vue. Ce composant, il est autonome, il contient son propre état, qui est local et qui est temporaire, c'est-à-dire que vous avez une espèce d'objet d'état, je schématise un gros trait, mais voilà, vous avez une espèce d'objet d'état qui stocke à un moment une représentation de ce qui est votre composant à un instant T de son exécution. Est-ce que là il est affiché, est-ce qu'il n'est pas affiché, combien de lignes il y a à l'intérieur, est-ce que la boîte est ouverte, est-ce que la boîte est fermée. Voilà, un état, ça dit commencer à un instant donné. C'est donc interne à ce composant de vue, ça tourne en milieu fermé. Ça utilise une syntaxe qui est spécifique, qu'on appelle le JSX. Donc ça vous permet de déclarer un système de composants à balises qui s'inspire du HTML, qui n'est pas que du HTML. Ça vous permet d'attacher plein de choses avec des unevents, des unchanged, des machins. Welcome back. Et votre composant, vous le taillez sur mesure. Vous concevez, idéalement, pour que ça soit pratique, surtout pour pouvoir le réutiliser, pour le réinjecter, pour pouvoir le mutualiser à votre plateforme. Et c'est ça qui commence à être intéressant aussi, c'est que d'un seul coup, plus vous désignez petit, et plus vous pouvez facilement l'utiliser le lendemain. Ça, c'est plutôt pas mal. Le truc, super top, le truc hyper novateur, et à mon sens, c'est là qui va feature de React, c'est Virtual Render. C'est-à-dire que, plutôt que de manipuler votre DOM, qui est notoirement une appli très lente et très compliquée à mettre à jour, parce qu'elle engage plein de choses au niveau de votre navigateur, votre composant, il va rendre un état, une espèce de représentation en mémoire de ce que doit être votre vue, puis après il va regarder ce qu'il y a dans le DOM, il va faire une injection dans votre DOM. C'est-à-dire qu'il va regarder, il va dire tiens, ben là, j'ai juste le petit attribut qui a bougé entre les deux versions de ma vue. Donc plutôt que de revendre toute la vue, on va faire un gros reflow, un gros repaint, que ça soit le bordel, etc. Et vous allez injecter juste le petit attribut, le petit bout qui va changer. Donc en termes de performance, c'est hyper intéressant. Parce que ça veut dire que vous n'allez pas surcharger votre navigateur avec des flux de rendu en permanence, surtout dans une application. Votre application, au fur et à mesure que votre utilisateur échange des choses, elle bouge beaucoup. Il y a beaucoup de flux de rendu.
Là, vous allez vraiment être hyper précis. Et ça, c'est le truc top de React. C'est vraiment ce qui change la donne. Alors, faire des petits composants, c'est intéressant. Le seul problème, c'est que ça engage une notion de propagation. C'est-à-dire que si j'ai cliqué sur un composant d'un côté et que c'est censé engager une action dans un composant de l'autre côté, il va bien falloir s'adapter à ça. Il va bien falloir réagir. Donc il faut pouvoir faire circuler de l'information entre les composants, qui puissent se parler les uns aux autres. Là encore, Facebook a la réponse, parce que React, c'est poussé par Facebook. C'est une techno à eux, chez eux, qu'ils ont développé en interne pour leurs propres besoins de dashboard, de statistiques, etc., qui vendent en version pro, etc. Bon, bref, je vous passe la marketing qui va avec. Donc, ils ont imaginé un concept, ils ont imaginé un truc qui s'appelle Flux. Et Flux, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des actions. Ces actions, elles vont être passées, elles vont réagir. J'ai une action, j'ai cliqué sur un truc. Ça va engager, cette action, elle va être engagée dans un dispatcher qui va se charger de répercuter cette action. Ça va avoir des effets de bord sur des stores, qui vont être des endroits où on va stocker des espèces de méta-informations transverses à vos composants, qui vont eux-mêmes engager des changements à l'intérieur des états dans vos composants, et votre composant il va réagir à un changement d'état en disant « Ah, bah tiens, il y a un truc qui a bougé, il faut que je... » Et je vous passe les étapes intermédiaires. Ça a l'air compliqué. Concrètement, d'une certaine façon, ça l'est. C'est-à-dire que c'est quand même assez lourd comme concept. C'est énorme. Enfin, ce flux-là, c'est gigantesque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est unidirectionnel. C'est-à-dire que vous faites toujours un cycle de vie, puis vous revenez, puis vous engagez un deuxième cycle de vie, puis vous revenez, etc. Ça c'est un truc qu'on sait faire depuis des années, en fait, hein, techniquement. Pas sur le web. C'est un truc qu'on sait faire. Ce qui est problématique, c'est que, à mon sens, adapter ça sur le web avec des langages qui sont vachement plus souples, bah, c'est un peu dommage. Encore une fois, c'est mon point de vue. Hein. Je suis ni pro ni anti-React, j'essaie d'avoir un regard suffisamment impartial dessus. Donc React, en gros, c'est l'application. C'est-à-dire que c'est la partie qui constitue la vue, le widget, qui va s'afficher votre composant. Ça va être en charge de gérer cet état-là, de gérer cet affichage. Mais après, toute la logistique derrière qui permet de faire la transaction, de discuter entre les éléments, etc., il faut que ça soit relié à autre chose. C'est pas React, c'est plus React. C'est Flux, c'est le relais qui est aussi partie de la stack Facebook, c'est GraphQL qui remplace la PRS, etc. Donc tout ça, c'est tout un ensemble, un écosystème complet de techno que Facebook est en train de pousser derrière la prise de vent qui est React. Et c'est nécessaire si on veut vraiment faire tourner un React tout seul, il n'y a pas gérer de la vue et le faire intelligemment, il ne fait pas grand-chose de plus. Mais il a cette notion de virtual rendering qui est effectivement un truc curieux, une vraie tuerie. Alors, est-ce que ça amène une nouvelle façon de penser nos interfaces? Concrètement, oui. Parce qu'on n'avait pas cette vision de design atomique avant et on commence à la voir. Donc c'est ça sur lequel il va falloir capitaliser parce que finalement, le futur de nos applications, c'est ça. Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est réellement novateur? Je vous pose la question. Est-ce que comme ça vous plaît? Vous trouvez ça intéressant? Il y a plein de monsieur qui suivent. Vu qu'il trouve ça intéressant, il y a un nom. De la félicitation, puisque vous venez simplement d'inventer Windows 3. Et jusqu'à Windows 7, c'est exactement ce mode de fonctionnement. Vous faites des petits composants qui réagissent, qui ont des états internes, qui tournent, etc. Il y a un super article qui s'appelle The More Things Change, qui vient de sortir il y a pas très longtemps, où l'auteur explique, il dit « Tiens, rien quand même, ça me disait quelque chose, je n'arrive pas à mettre dessus. » Et puis je me suis souvenu de mes premières années de développeur quand je travaillais sur des grosses stacks applicatives dans Windows, et je me dis, merde, je suis en train de refaire Windows sur le web. Donc effectivement, je ne dis pas que c'est mal, ça a bien marché jusqu'à Windows 7, donc concrètement c'est que ça fonctionne, c'est que ça vaut le coup de l'utiliser. Maintenant la question c'est est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser sur le net? Est-ce que c'est vraiment l'outil qu'on attendait? Est-ce que c'est notre graal de développement d'application? Ou est-ce qu'il faut qu'on cherche un tout petit peu plus loin? La conclusion de l'article, je vous spoil, c'est de dire, c'est cool que ça arrive sur le web, ça serait cool qu'on ne mette pas 30 ans comme on a fait dans les autres technos pour s'en sortir. En gros. Donc, justement, regardons plus loin. Il y a un autre truc qu'on a sous la main, qui commence à arriver beaucoup, dont on parle de plus en plus, ça s'appelle le functional programming. Alors, functional programming, c'est quoi? C'est la programmation fonctionnelle, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une programmation impérative où vous manipulez des données et vous modifiez les états de données, et ben, le cœur de votre raisonnement de programmation, c'est plus la donnée, c'est la fonction. C'est-à-dire que vous avez des briques dans lesquelles vous passez des entrées qui vont donner des sorties, et ça s'arrête là.
Et après, vous les engagez quand vous les manipulez, vous les chaînez les unes derrière les autres. Et le seul truc qui est important, c'est que le truc qui vaut le coup, c'est la fonction. C'est ce qui vous permet de scaler vachement vite. Parce qu'une fonction donnée, sur un input donné, elle donnera toujours un résultat identique. Donc, vous pouvez passer plein de choses à l'intérieur et vous pouvez transformer des flux de données entiers. Et d'un seul coup, c'est cette notion de flux qui est hyper intéressante. On en revient à Flux. C'est une structure qui est pipée, c'est-à-dire que vous chaînez les éléments les uns derrière les autres. C'est une structure qui fondamentalement est immutable, puisque la donnée que vous passez à une fonction n'est jamais transformée. Votre fonction elle va juste générer une nouvelle donnée en sortie par rapport à ce que vous lui avez passé en entrée. Et vous ne modifiez jamais un état. Donc ça veut dire que vous êtes toujours dans des états figés, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous sortez de fonction. Ça, c'est hyper intéressant. Techniquement, vous devez forcément le connaître, parce que si vous faites un peu de JavaScript, vous connaissez map, filter, reuse sur les arrays, notamment. Voilà, c'est ça, hein, c'est de la programmation fonctionnelle brute et méchante. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est plus structuré, c'est plus souple, c'est plus facile à lire, plus facile à maintenir, c'est un raisonnement qui est plus cohérent parce qu'il est stateless, donc il se rapproche vachement plus d'une pensée humaine, puisque vous traitez des flux d'informations, comme le fait votre cerveau, et surtout vous minimisez les effets de bord, puisque comme vous ne gérez plus de zone d'état, mais que tout est immutable, bah finalement, vous avez normalement assez peu de risques que vous tapez vous-même sur les doigts. Normalement. Alors, ça a l'air compliqué, c'est une autre façon de penser, effectivement, à laquelle il faut se mettre, mais techniquement c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Vous connaissez déjà MapReduce, Filter et compagnie, donc normalement vous en avez déjà une première approche, même si vous n'en avez pas conscience. Surtout, vous avez déjà cette notion de chaînage en tête, cette notion de piping, ça fait plus de 10 ans que vous pratiquez JQuery qui a introduit cette notion de je chaîne des éléments pour avoir des actions qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Bah, c'est à peu près la même logique. Donc, il faut faire un tout petit effort pour se mettre dedans, mais une fois que vous êtes arrivé à ce raisonnement-là, que vous êtes carré, vous pouvez avancer. Alors pourquoi je parle de functional programming? Parce que ça me permet de me parler de reactive programming. Et c'est ça qui est super intéressant. Alors pourquoi reactive programming? Parce que le reactive programming, il a un pattern qui est différent. Il vous dit que, grosso modo, tout est une gestion d'événements. C'est-à-dire que vous avez des éléments que vous observez et vous réagissez à ce pattern d'observation. Donc tout est event-driven. Tout est asynchrone parce que ce ne sont que des événements. Et tout est stateless puisque vous n'avez que des propriétés. C'est-à-dire que votre propriété, elle représente un état à l'instant T, mais vous ne pouvez jamais aller interroger cette propriété. Vous réagissez au fait que cette propriété, elle change. Tiens, mon nombre d'éléments dans la liste, il a changé. Tiens, la boîte s'est ouverte. Et vous réagissez à ça. Mais à aucun moment, vous êtes capable de dire est-ce que la boîte est ouverte ou elle est fermée. Vous en foutez techniquement. Si vous avez besoin de demander ça, c'est que vous êtes plus réactif, je dirais. Vous redevenez passif. Si vous êtes réactif, vous réagissez au changement. Point barre. Donc ça s'appelle le functional reactive programming, pardon. Et c'est un truc pareil qu'on connaît dans d'autres techniques depuis super longtemps. Pourquoi c'est intéressant pour nous sur le web? Parce qu'on arrive toujours à ça, hein. Bah, c'est parce que le web est souple et il permet de faire pas mal de choses. JavaScript est très souple, notamment avec son aspect prototypage, qui vous permet de faire plus facilement de la composition des héritage de classes, et ça c'est pas mal. Et ça vaut le coup de tirer parti de ces technos-là plutôt que d'essayer de réinventer des vieilles technos. J'ai rien contre le C, mais voilà, on a un truc qui est un peu plus mûri, un peu plus mature, et qui continue de vivre, profitons-en quoi. Donc il y a des boîtes à outils qui existent parce qu'il faut forcément faire du functional reactive programming sans boîte à outils, c'est un peu dur. Ça s'appelle Bacon, ça s'appelle RxJS, ça s'appelle Kefir. Ça c'est de la librairie bas de niveau, on va dire. Et puis par-dessus, vous pouvez câbler des choses, donc de façon à la React en termes de composants. Vous avez des choses comme CycleJS qui s'appuie sur RxJS en natif. Vous avez React.js qui a même des éléments. Voilà, c'est des noms, vous avez encore plein de choses. Nicolas disait ce matin, qui aime bien React, Nicolas, disait ce matin, non mais t'as raison, disait ce matin, n'apprenez pas des outils, apprenez des concepts. Et putain, s'il y a une phrase clé à retenir, je pense, de cette journée, c'est ça, n'apprenez pas des outils, apprenez des concepts. Après, les outils, ça s'adapte aux concepts. L'inverse est pas vrai. Alors, React ou pas React? Ce qu'il faut retenir, c'est que React est intéressant, mais que c'est pas réactif. Ça nécessite quand même une structure de backend qui soit suffisamment solide. Ça offre malgré tout une bonne abstraction de l'interface, parce que ça vous donne la possibilité d'avoir un rendu qui n'est pas forcément que du rendu doc. Vous pouvez faire du rendu en terminal, vous pouvez faire du rendu avec React Native, dans des technos natives, sur Android ou sur l'iOS. Donc effectivement, c'est une porte d'entrée qui est intéressante parce que vous apprenez une structure de code et vous êtes capable de la déployer à peu près partout. Là, je commence à faire un peu sur le sujet, mais pas plus.
Donc, est-ce que ça convient à des web apps modernes? Encore une fois, je vais vous dire, ça dépend. Le choix il est relativement simple. Ou vous avez besoin de faire du website, vous faites du jQuery, du Vanilla.js, très bien. Ou vous avez besoin de faire de la web app simple. Finalement, les patterns modèles vue qu'on a depuis des années, ils sont pas mal, ils sont robustes, ou des approches très légères, orientées composants, type Riot, ou type web component, même directement, allez-y, ça marche bien. Sur de la cross-platform ou de l'app isomorphe, React fait finalement une bonne approche qui est intéressante à maîtriser parce qu'elle ouvre des portes et elle commence à engager des chemins de réflexion. Mais dès que vous êtes sur des chemins à fortes interactions où vous avez des chances de vous cramer les doigts, à taper dessus les uns les autres, le fonctionnaire réactif programmé vous sauvera la vie parce que c'est une simplicité formidable, ça juste marche. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis si on attend, je crois. Ouais. J'ai pas porté le micro. Ça marche. Merci. Sur la slide de la fin, pourquoi finalement opposer React et PHP? Est-ce que sinon on va mélanger les deux? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Alors, d'expérience, sur Cosy, on a ça. On a les trois technos qui sont en action. On a les API traditionnels, classiques, relativement simples, qui sont en modèle vue classique avec du backbone derrière, un peu de marionnette, donc c'est finalement largement suffisant par rapport à ce qu'on a fait. Il y a toute l'application d'email, il y a beaucoup d'interactions avec un côté serveur qui est en React, parce qu'effectivement ça permet de gérer cette flux d'échange assez vite. Et puis il y a le proxy d'authentification qui lui est fait en FRP pur et dur, et avec du Bacon.js. Et pourquoi dans ce cas-là c'était super intéressant? Parce que ce proxy d'authentification, il a toute une phase de presetting. Et cette phase de presetting, c'est des successions de formulaires qui sont hyper dépendants les uns des autres. Il fallait être capable de gérer le fait que le passage d'un formulaire à l'autre était corrélé au choix qui avait été fait dans l'expression précédente. Et pour ça, recoder l'ensemble en React, à mon sens, ça n'avait pas de sens, parce que j'avais l'impression de déployer un char d'assaut pour faire juste des formulaires d'accueil. Et en même temps, j'avais quand même besoin d'une interaction qui était super forte, et il fallait que je sois sûr à un moment de jamais rentrer en collision avec un état précédent. Et pour le coup, Bacon m'a sauvé la vie sur ce coup-là. Donc mixer les deux, je ne suis pas sûr, parce que React a quand même vachement besoin de cette composante d'état, de state, qui maintient en interne, ce qui n'est pas dans la philosophie du reactive programming, puisque la philosophie c'est de dire, tu n'as plus d'état, tu as des propriétés que tu observes, et puis tu réagis au fait que ta propriété elle vient de changer, mais elle n'est pas stockée à un endroit quelque part. Je ne suis pas sûr que l'adaptation entre les deux soit vraiment hyper simple, en on s'arracherait plus les cheveux. Mais encore une fois, c'est une bonne approche. Je ne serais certainement pas passé directement à Bacon si j'étais pas passé par la case React d'abord, qui avait ouvert des verrous mentaux pour essayer de comprendre le fonctionnement. Belle intervention. Moi j'avais plus une question par rapport à la programmation fonctionnelle. Je sais que justement le principal intérêt de la programmation fonctionnelle c'est de se passer de la machine à l'état. Et justement c'est principalement utile et intéressant pour un environnement qui est multithreadé. Et du coup, ma question c'est en quoi, particulièrement pour de l'UI ou pour du JavaScript qui est single-threadé, c'est intéressant. Deux questions. C'est intéressant à mon sens parce que à partir du moment où il n'y a plus cette machine à l'état, on minimise le risque de se retrouver avec un état qui est corrompu à un instant parce qu'il aurait été écrasé par autre chose qui sera venu de façon perverse, taper sur cet état alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, ou que c'était pas à lui de le faire, ou que c'était pas au bon moment. Le fait de se passer de cette machine à état, effectivement, même en contexte monothreadé, ce qui n'est pas toujours le cas, ça garantit qu'on n'a quasiment pas d'effet de bord. Je dis que c'est pas toujours le cas dans le cas du monothread parce que si vous traitez par exemple une immense liste d'éléments, plusieurs dizaines de milliers d'éléments,
et vous faites un rendu direct de ces dizaines de milliers d'éléments, vous allez flinguer la réactivité de votre interface qui va faire à peu près comme ça. Et donc la bonne solution, c'est de coller un defer, c'est-à-dire faire un set timeout 0 pour passer le rendu au nextstick. Et du coup, ça passe dans une espèce de simili-multithread, parce que c'est plus dans le thread principal, mais c'est détaché derrière dans des actions suivantes dans la boucle d'événements JavaScript. Donc c'est intéressant aussi d'aller essayer de tirer parti de ce truc-là, en se disant, de toute façon, que ça soit exécuté directement ou que ça soit exécuté plus tard, je m'en fous un peu, c'est ma machine à tête qui va gérer ça. Et d'un seul coup, il y a aussi une composante humaine pure, mais qui est hyper rassurante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je développe un truc en functional arithmetic programming, ou juste en programmation fonctionnelle, et je suis convaincu quand j'arrive au bout que ma sortie est bonne et que je peux pas me bourrer. J'ai pas d'incertitude où je me dis est-ce que là j'ai quand même pas un effet de bord quelque part, est-ce que je crée pas un truc dans un coin, non, c'est juste ça marche. Et ça marche bien. Et le résultat attendu est là, donc c'est. Et Thomas fait une super conf sur cette notion d'atomique et de scalabilité liée à ça, et c'est vachement en lien avec cette philosophie. Une dernière question. Je voulais juste savoir si c'est Helm qui semble la version hardcore ou extrême du functional arithmetic programming. Pas encore. Je n'irai pas plus loin sur le sujet. Non, je ne pas encore. Ça fait partie des choses que j'ai vu passer, mais je n'ai pas pris le temps de m'intéresser. Merci bien à tous en tout cas, et merci beaucoup pour son intervention.